Bonjour, bienvenue dans Point de Vue. Je suis comme vous, j'ai constaté qu'il y avait quelqu'un à côté de moi et c'est effectivement pas un putsch ce soir. Guillaume Roquette est bien là, mais pas pour longtemps. Guillaume, pouvez-vous m'expliquer pourquoi on est là tous les deux ce soir et qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Eh bien, vous êtes là parce que vous présentez Point de Vue avec talent, cher Vincent, et moi... Je vous renvoie le compliment. Ce soir, j'ai le bonheur de co-présenter avec ma consoeur Arlette Chabot d'LCI et Benjamin Sportouche de RTL le débat des 4 candidats au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors, comment ça va se passer et comment ça s'est déjà passé? Alors, c'est retransmis à la fois sur LCI, sur RTL et sur Figaro Live aussi. Bien sûr, dès 21h, avec débrief ensuite avec Sophie Dravinel. Ça va durer au moins 1h30. Après ça, si les candidats sont motivés, ça peut durer plus longtemps. Ça a été énormément préparé. D'abord parce que il y a 4 candidats et évidemment, l'idée c'est que les 4 aient un temps de parole équivalent. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on leur pose à peu près autant de questions à tous les 4. Donc en fait, on a répété tout ça de façon assez précise. Il y a aussi un certain nombre de contraintes. Comme c'est diffusé sur LCI, ça va, les gens voient qui parle. À la radio, c'est moins évident. Or, c'est aussi en direct sur RTL. Donc en fait, ça veut dire par exemple concrètement que avant chaque question, on nomme Luc Carvounas, Stéphane Le Foll, Emmanuel Morel et Olivier Faure, j'en ai oublié aucun, pour que l'auditeur sache en permanence qui s'exprime. Et vous êtes sympa parce qu'on n'avait pas tout le monde en tête. Voilà. Donc comment ça va se passer à part ça concrètement? Comment ça va être Alors disposé, concrètement, il y a des choses assez surprenantes. Par exemple, les candidats ont demandé de tirer au sort le passage, ce qui est assez classique, mais ils ont demandé de tirer au sort la prise de parole du début, mais aussi celle de la fin. Et le résultat des courses, je vous donne un petit scoop en avant-première, c'est que c'est Luc Carvounas qui parle en premier et c'est aussi lui qui parle en dernier. Parce qu'ils ont demandé, en général, c'est celui qui commence, qui termine le mot le plus tôt, etc. Et là, c'est pas comme ça. Et ensuite, on a prévu 3 grands thèmes. Premier thème, le Parti Socialiste, comment faire pour le faire survivre, comment faire pour solder le quinquennat d'Hollande qui les plombe complètement. Ensuite, on parlera des positions des 4 candidats sur les grands sujets du moment d'actualité. Et puis, on parlera aussi de l'Europe et notamment du dossier immigration, dont on sait une nouvelle fois depuis dimanche dernier en Italie que c'est un sujet structurant du moment. Est-ce qu'il y a eu des pressions ou est-ce qu'il y a eu des réticences sur ces thèmes? Non, il n'y a eu aucune pression. En tout cas, s'il y en a eu, pas auprès de moi. Donc, moi, j'ai été pas dans la boucle des discussions parce qu'en fait, c'était nos confrères d'LCI et d'RTL qui étaient en première ligne. Ce qui est sûr, c'est que non, ils souhaitaient qu'on ait vraiment ces 3 thèmes-là. Honnêtement, ça s'est très bien passé avec les représentants des candidats. Ils savent qu'il y a un enjeu fort, mais ils sont très coopératifs. Bon, il y a une configuration qu'il faut que vous alliez découvrir apparemment, Guillaume. Donc, Eh bien oui, parce qu'en fait, je ne suis pas encore allé sur le plateau, ça se passe sur LCI. J'ai vu à quoi ça ressemblait, je sais où je dois m'asseoir, c'est quand même le plus important pour moi. Mais je n'ai pas encore vu en direct le plateau. Il y a eu des gros investissements qui ont été faits, c'est une très belle opération pour LCI, RTL et Le Figaro. On est très heureux d'avoir décroché ça, parce qu'il y avait quelques confrères et néanmoins concurrents qui étaient aussi candidats. J'imagine qu'on n'était pas les plus mauvais, et c'est pour ça qu'on nous a retenus, parce que c'est le Parti Socialiste qui a choisi. Et du coup, on a essayé d'être à la hauteur avec un très très beau studio, vous allez voir. Eh ben, est-ce que ça vous séduit? Est-ce que vous allez être convaincu? En tout cas, on vous laisse y aller et on va essayer de tenir la turne avec quand même, vous le voyez, un très beau plateau. Denis Tillinac, qui est l'habitué de l'étape, écrivain, journaliste. On ne saurait recommander son dernier livre, Caractériel, édité chez Albin Michel, et que vous avez d'ailleurs très joliment évoqué avec Marie-Laetitia Bonavita. Face à vous, à gauche, et c'est pas peu de le dire, Arnaud Champrenier-Trigano, fondateur de Toc Média. Vous avez conseillé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Causse. Bienvenue rive droite, donc. Ça s'appelle Faubourg depuis l'agence. Et voilà, ça s'appelle Faubourg. Voilà. Et donc, encore une info sur Figaro Live. Vous restez donc avec nous, puisqu'il y a également Benoît Dumoulin, qui est rédacteur en chef adjoint de L'Incorrect. Après, a priori, vous n'avez pas de point commun. Ben, si vous en avez un, vous êtes tous les deux diplômés de l'IEP de Toulouse. Et bienvenue enfin à Aymeric Breuiller, directeur de l'Observatoire de la vie politique de la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes ancien député socialiste, viré du parti pour ne pas avoir soutenu Benoît Hamon. Bien, ça tombe bien. En tous les cas, c'est ce qui se dit. Vous nous direz ce qu'il en est exactement. Non. Et ça, on va de toute façon reparler du PS et du débat, donc entre les 4 candidats animés par Guillaume Roquette. Et alors, une dernière info, on a parié entre nous avec Arlette Chabot et Benjamin Sportouche. Le premier qui dit Emmanuel Macron à la place d'Emmanuel Morel doit une bouteille de champagne aux 2 autres. Et on n'a pas encore la marque, mais ça on ne va pas faire du bon content de ce soir.
Le sommaire, donc, ce soir, dans Point de vue, c'est le débat entre les 4 candidats au poste de premier secrétaire. Quiz, qui est l'actuel premier secrétaire du parti? Vous avez jusqu'à la fin de ce sommaire pour répondre, le temps que moi aussi je retrouve le nom maintenant que Guillaume Roquette est parti. Autre question, faut-il durcir l'arsenal contre l'antisémitisme? C'est en tout cas ce que compte demander ce soir le CRIF. Dîner annuel en présence d'Emmanuel Macron et discours du président à retrouver également en direct sur Figaro Live. Enfin, à 4 jours du congrès du FN, quel nom doit changer? Est-ce celui du mouvement ou bien est-ce celui de ses fondateurs? Question qu'on pose après le sondage Cantar Sofres sur l'image du Front National. Il révèle une dégradation sans précédent de l'image de Marine Le Pen depuis la campagne ratée de l'an dernier. On reviendra enfin sur le coup dur subi par TF1, ou plus exactement ses téléspectateurs, privés des chaînes du groupe s'ils sont abonnés à Canal et qui peuvent subir le même sort si, potentiellement en tout cas, si elles sont abonnées à Orange ou à Free. Faut-il s'en inquiéter? C'est la question qu'on vous posera et qu'on vous pose déjà sur Twitter, #Figaro Live, #Point de vue. Mais d'abord, une question, Denis Tidinac, suspense insoutenable. Connaissez-vous le nom de l'actuel premier secrétaire du PS? Olivier Faure. Perdu. Benoît Dumoulin. Je ne suis pas du tout spécialiste de la gauche. Je donne ma langue au chat. Eh bien, la langue... Alors, Arnaud Champagnet-Trigano. Rachid Temal. Je confirme. Voilà, bonne réponse. Parce qu'on est dedans, enfin on n'est pas loin. Hein. Ouais. Tu sais très bien, sinon c'est compliqué de connaître. Donc Rachid Temal est le premier secrétaire par intérim. En application des statuts, du puisqu'il Parti était le numéro 2 du parti. Est-ce que, malgré le fait que Guillaume Roquette était là pour nous en parler ce soir, vous vous y intéressez, Denis, à la course à la tête du Parti socialiste? Oui, Qu'est-ce qui vous intéresse? Le fait qu'une des principales familles historiques de l'histoire politique de la France, c'est-à-dire le socialisme démocratique, est en difficulté et essaye de se refonder, ça ne me paraît pas indifférent. Je suis de ceux qui souhaitent qu'il y ait un socialisme démocratique solide dans ce pays, parce que les débats seront plus fructueux, et ces carences depuis la fin de l'ère Mitterrand n'ont rien apporté de bien bon, y compris à la droite d'ailleurs. Donc je souhaite que la social-démocratie française se refasse une santé. Aymeric Royer, qu'est-ce que vous allez suivre en particulier ce soir? Les différences... Est-ce que d'abord vous allez le regarder? Oui, je vais suivre quand même, oui. Vous avez l'impression Non, mais parce que... C'est vraiment par devoir? Non, parce que... Non, je vous réponds, parce que la question me surprend, parce qu'évidemment que je vais le suivre. Ce qui m'intéresse le plus ce soir, parce qu'on parle souvent, on parle que des 4 hommes, en l'espèce. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi les 4 incarnent ou n'incarnent pas des lignes politiques différentes au sein de ce que fut ce grand parti socialiste. C'est ça qui est intéressant. Et quels sont les points de clivage et qui pourra éventuellement les rassembler. Parce que pour l'instant, on parle que du premier vote, c'est-à-dire sur le vote sur le texte des motions. Qui vont peut-être rappeler un petit peu quel est le 15 mars, les militants votent sur des textes d'orientation politique, ce qu'on appelle dans le jargon d'une langue soi-disant morte, puisque c'est ce que j'ai lu ce matin, les motions, des textes d'orientation. Ça, c'est le 15 mars. À l'issue de ce vote, les 2 premiers signataires des motions arrivés en tête pourront prétendre au poste de premier secrétariat, et l'élection aura lieu 15 jours plus tard. Donc il y a 2 moments. Il y a le vote en quelque sorte de la démocratie parlementaire, si je veux prendre une espèce d'exemple, et ensuite il y a le vote sur la démocratie présidentielle, en quelque sorte, l'incarnation. Or, il faudra bien que les 2 parvenus en tête fassent des alliances, et donc sur quel texte, sur quelle ligne pour espérer obtenir... c'est justement, à mon avis, l'enjeu du débat. On voit bien qu'il peut y avoir des différences entre, par exemple, Emmanuel Morel et Stéphane Le Foll. Ça, les 2 ont des lignes politiques assez claires, assez clivantes. Luc Carvounas en a une également. Mais il faudra voir comment tout ça émerge à l'issue de ce débat. Et c'est ça que moi je regarderai en tous les cas. Alors on salue également Michel, Yves, Véronique, Patricia, Marie-Christine qui nous ont déjà rejoints sur les forums du Figaro. Vous continuez à donner vos commentaires, à poser vos questions.
Là, le commentaire de Laurie qui dit « J'ai voté PS toute ma vie et je le regrette ». Est-ce que l'ancien vice-président de l'UNEF-ID que vous êtes peut comprendre, voire partage moi, j'ai arrêté de voter PS il y a longtemps maintenant. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, il y a cette dimension de déception, mais c'est l'éclatement de l'ensemble de la gauche qui s'est complètement émietté ces dernières années. Et cet enjeu-là qui nous attend avec le Congrès du Parti Socialiste va être un des éléments de la recomposition de la gauche française, qui aujourd'hui s'est effondrée en son centre, puisque le Parti Socialiste n'incarne pratiquement plus rien, c'est quasiment un désert électoral, et surdimensionné sur sa gauche, avec un nouveau mouvement qui est donc la France Insoumise, et puis un parti En Marche qui a beaucoup aspiré aussi d'anciens électeurs et militants, voire députés socialistes. Donc comment la gauche va se recomposer, on va voir une des clés ce soir avec ce congrès. C'est ça qui vous intéresse. Ça vous intéresse, à part ça, à part le côté d'anciens militants, de conseillers, etc., ça vous intéresse, le débat Parti Socialiste? Je vous pose la question parce qu'ici, au Figaro, on peut le dire, on a posé la question, par exemple, pour la présidence de LR. On a posé la question aux lecteurs du Figaro et ils ont dit la candidature à la course à la présidence de LR ne nous intéresse pas. Ils ont répondu à plusieurs reprises et on l'a vu au niveau des émissions qu'on a organisées sur la question. Est-ce que vous pensez qu'à gauche, est-ce que ça vous intéresse, à part ça, la course au Parti Socialiste? Ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse parce que moi je suis un ancien militant et que je suis un électeur de gauche et que je suis impliqué dans les politiques de gauche. Donc c'est ma famille politique, donc je suis très attentif à ce qui s'y passe. Et puis ça m'intéresse parce que je pense que, comme je vous le disais, voilà, c'est une phase. Je ne sais pas si on est arrivé au bout de la décomposition des partis politiques, à gauche et à droite. Mais en tout cas, voilà, c'est en mouvement et c'est toujours une période intéressante à suivre. C'est ce que dit, on va y revenir, en tout cas, et c'est ce que dit Patrick, le macronisme a fait exploser, disloquer les autres partis politiques, ainsi d'ailleurs que certains syndicats. Il n'a pas fini. Oui, en fait, le Parti socialiste était anachronique. Anachronique et par rapport à ses voisins européens qui avaient déjà fait leur mue dans la social-démocratie. Je pense qu'un Tony Blair ou un Gerhard Schröder dans les années 2000 étaient beaucoup plus proches d'un Emmanuel Macron qu'une Martine Aubry. Mais en fait, vous pensez comme Jean-Claude, le PS va bien, il est chez Macron? Alors, pas tout à fait, parce que c'est plus compliqué que ça. Je pense que, oui, il y a un alignement sur la social-démocratie à l'anglo-saxonne, mais le PS a aussi été victime de sa stratégie. Je pense par exemple à la doctrine Terra Nova en 2011 qui prônait le délaissement des classes populaires au profit des minorités. Je pense que du coup, ça a conduit les ouvriers à rejoindre Mélenchon ou Le Pen et les cadres en ont tiré les conséquences pour aller chez Macron. Qui reste-t-il? Ceux qui vivent un peu d'emploi aidé, les fonctionnaires, les minorités, ça ne fait pas un socle électoral bien fort. Et je crois que le PS a été victime de ça. Et dernière chose, je crois aussi, et là je rejoins ce qui a été un peu dit de ce côté-ci, le PS n'arrive pas à entrer dans le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est-à-dire les nouveaux clivages qui sont plus droite-gauche, les partis institutionnels, mais qui vont se poser autour de la question migratoire, autour de la question européenne. Et on l'a vu en Italie des week-ends derniers, on l'a vu à la présidentielle, et je pense que ce n'est pas un phénomène épisodique, ça va se poursuivre. Est-ce que vous pensez que le PS a commis une erreur stratégique qui conduit à son crépuscule? C'est en tout cas le terme qui était employé dans l'éditorial du Figaro ce matin. Et Vincent Trémollet de Villers, qui le signait, disait « Il ne faut pas se réjouir du crépuscule du PS ». Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? En tout cas, la crainte de disparaître est réelle. C'est en tout cas celle qui était formulée sur le plateau du talk ce midi par le député PS, Régis Juanico. On l'écoute. Le Parti socialiste joue-t-il son avenir au congrès qui va avoir lieu, donc les 8 et 9 avril? Bien sûr. Bien sûr, le PS peut disparaître. Il peut disparaître, le Parti socialiste? Bien évidemment. Je veux dire, parce qu'il y a une indifférence aujourd'hui de nos concitoyens qui ne savent plus identifier la spécificité du Parti socialiste. Et puis, il y a aujourd'hui effectivement un risque de disparition parce qu'un effilochage progressif de gens qui sont partis vers Macron, d'autres qui partent vers d'autres formations politiques ou d'autres qui s'en vont, qui s'en vont tout court et qui vont nulle part. Sans l'admettre, le PS et le PCF n'existent plus. C'est ce que nous dit Bradito sur le Figaro.fr. Denis,
D'abord, sur ce que disait Benoît Dumoulin. D'abord, moi, je crois à la pertinence et à la pérennité du clivage droite-gauche. Depuis la Révolution française, c'est une permanence. Il est constamment brouillé, soit par des thèmes, Denis, soit par des personnages. vous croyez à sa pertinence, mais est-ce que vous croyez qu'il peut continuer ? Bien sûr, il y a deux gauches essentiellement. Il y a une gauche plutôt radicale. Longtemps, ça a été les communistes. Pour le moment, c'est un peu Mélenchon. Puis il y a une gauche social-démocrate. Bon, c'est vrai que le macronisme d'un côté, Mélenchon, le Front National de l'autre ont embrouillé ça. Le Front National, d'ailleurs, embrouille ce jeu depuis une quarantaine d'années. C'est peut-être la fin, on en parlera, je pense, tout à l'heure. Je ne crois pas du tout à la fin du clivage. Macron a embrouillé des choses, c'est vrai, mais il va ressortir une droite démocratique, une droite plus radicale peut-être, une gauche socialiste, et pour le moment, Mélenchon incarne une gauche plus radicale. Qu'en pense la Fondation Jean Jaurès ? Non, je ne sais pas ce qu'en pense la Fondation Jean Jaurès, je sais ce que moi j'en pense. Ouais. Parce que vous avez travaillé justement, ce qui est intéressant sur ce que disait Benoît Dumoulin sur Terra Nova, vous avez travaillé justement sur les valeurs du Parti Socialiste, sur comment finalement il peut se refonder, et vous êtes arrivé à des conclusions quand même un peu différentes. Oui, mais il y a deux choses à distinguer. Il y a d'une part les valeurs qui sont portées ou qui ont été portées historiquement par les familles de gauche. Bon. Ça, celle-ci, elle demeure, elle perdure. Et un certain nombre d'électeurs... Vous pensez auquel ? Oui. L'appétence à l'égalité, par exemple, qui est quand même le socle des valeurs de gauche, alors que tout ça... L'égalité sociale ? Oui, d'égalité. Non, mais pas dans la gauche macronienne, en tout cas. Mais bien sûr que si. En tous les cas, du point de vue d'une partie des électeurs d'Emmanuel Macron. C'est pas un jugement personnel, c'est en ce que l'on peut constater. Mais ensuite, il y a autre chose. C'est la vie des organisations qui, à un moment ou un autre, incarnent ces valeurs. Et c'est là où la question est posée en ce qui concerne le crépuscule ou pas du Parti socialiste. Et à plus de cela, il y a un autre élément qui arrive, c'est que Macron n'a jamais dit d'ailleurs qu'il ne croyait pas à la permanence du clivage gauche-droite. Macron a toujours dit qu'il pensait qu'il y avait un moment où celui-ci s'effaçait derrière un autre clivage qui était la construction européenne ou pas la construction européenne. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ça. Juste, et donc, ce soir, il y a cette fracture d'ailleurs au Parti Socialiste. Et le sujet pour le Parti Socialiste, c'est est-ce qu'il va parvenir à durer suffisamment longtemps pour passer ce moment, et comme pour les Républicains d'ailleurs, et que du coup, ensuite, la recomposition politique se refasse au travers de ce clivage. C'est quand même terrible ce que vous dites, parce que finalement, c'est pas sur les questions de fond. Il faut que, là pour l'instant, il faut que le PS résiste un petit peu sur ses structures, comme a résisté les Républicains sur son appareil, et puis après on reviendra. Non, parce qu'il ne pourra résister qu'en se refondant sur une vision du monde. Ce que disait Régis Joannico tout à l'heure, on va voir ce qui va sortir du Congrès. Ne préjugeons pas de ce qui va sortir du Congrès, comme on ne peut pas présager ce qui va sortir des travaux menés par Wauquiez ou par France Insoumise. Il faut faire un peu confiance aussi aux personnes. Mais ce qui est intéressant sur France Insoumise, on le voit par exemple. Non, pas vraiment. Pas vraiment encore. On voit bien que lors de la dernière convention de France Insoumise, il y a eu un certain nombre de débats qui ont été mis de côté pour ne pas mettre le bazar dans cette nouvelle force qu'est France Insoumise. Justement, Arnaud, vous qui connaissez un peu France Insoumise et ça, qu'est-ce que vous avez justement ? Non, mais c'est tout à fait juste. C'est un mouvement, la France Insoumise. Donc, si vous voulez, c'est traversé. C'est des gens qui arrivent assez récemment dans la vie politique, issus de courants politiques assez différents. Bon, la gauche est très morcelée aujourd'hui. Ça vaut chez la France Insoumise, peut-être un peu moins parce qu'il y a une figure emblématique, Jean-Luc Mélenchon, qui cimente un peu tout. C'est très vrai au Parti Socialiste, où là, pour le coup, il n'y a pas, cette personnalité qui permet de tenir. Mais cette recomposition, elle est en face partout. On le voit aussi avec, on n'a pas évoqué, mais Benoît Hamon avec sa formation. Oui, d'ailleurs, quand vous voyez Génération crédité d'un score comparable à celui du PS, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir soutenu Benoît Hamon ? Non, moi je n'ai soutenu personne. En plus exactement, je n'ai donné mon parrainage à personne. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et est-ce que vous regrettez aujourd'hui ? Non. Et la stratégie de Benoît Hamon ? Ni regret, ni remords. Ni regret, ni remords. Juste pour revoir, c'est quand même, dans ce que vous dites, il y a quand même quelque chose qui n'a pas été résolu. On parlait tout à l'heure, déjà on était déjà dans l'émotion.
dans l'émotion en 2 mots. Le Parti socialiste a, disait Benoît Dumoulin, finalement, a essayé de marier la carpe et le lapin également, comme l'ont fait à droite, comme le fait peut-être Jean-Luc Mélenchon, que vous dites. Mais par exemple, sur les questions européennes, ils n'ont pas tranché. Sur les questions même sociales, on n'arrive pas à avoir une ligne. On voit des postures. C'est sur les questions économiques que le clivage est le plus fort. Voilà. Le plus fort. Sur les questions européennes, sur les questions européennes, mais c'est lié. Emmanuel Morel, il est quand même pas. Il est député européen, il fait son travail de député européen. Il est dans le même groupe que tous les socialistes européens. Si vous voulez, il y a pas de. C'est pas sur ça qu'il y a un vrai. Il est plus proche d'une ligne comme Mélenchon, donc sur les questions européennes qui sont quand même beaucoup plus lointaines que Hamon, où Hamon dit hier encore sur je ne sais plus quelle radio, disait on n'est pas d'accord avec Mélenchon sur l'Europe, par exemple. Oui, alors il y a un désaccord. Non, si vous voulez, il y a un désaccord, mais c'est sur la question libérale que le problème se pose. Mais c'est lié à l'Europe quand même, parce que dans le quinquennat Hollande, je mets un bémol, parce que le désaccord sur l'Europe, traditionnellement, est un désaccord sur la délégation de pouvoir à l'Europe. Voilà, c'est sur la question de la souveraineté. Or, c'est pas la souveraineté. Mais là, c'est Europe libérale ou Europe anti-libérale. C'est ça, jusqu'où on va dans le libéralisme. Et là, il y a un vrai clivage sur. Je pense que le clivage européen perdure. Le clivage européen par rapport. Oui, mais il est moins fort. Dans le PS, non. Ouais, je crois. Si on met Philippot à gauche, je sais pas. En tous les cas, dans l'électorat, dans ce que tu peux appeler la maïotique, dans les gauches et même dans les droites, et c'est ce clivage-là qu'a mis en scène et qui correspond à une réalité Emmanuel Macron et qui a fait péter d'un côté les gauches et d'un autre côté les droites. Et c'est ce qui perdure, et vous verrez qu'aux élections européennes, ça ira, là aussi, ça continuera, cette fragmentation des deux bords, des deux grandes familles politiques qui ont structuré la vie politique française depuis très longtemps. Je pense que les élections européennes... Vous avez dit sur les valeurs fondamentales, quand même, historiquement, la gauche, les gauches, c'était la défense des classes populaires, des opprimés, des humiliés, des pauvres, contre les nantis, la bourgeoisie, bon, c'était ça. Or, la sociologie du Parti socialiste, depuis une bonne vingtaine d'années, c'était le cadre moyen, voire supérieur, branché, urbain, moderne, décontracté, friqué, voilà. Et c'était un bobo, et quelques fonctionnaires, et des élus. Ça reste un parti d'élus. Donc il y a un problème de sociologie électorale. Dans les années 50, les études de la SFIO regrettaient déjà l'embourgeoisement du Parti socialiste et la chute des ouvriers dans l'électorat, en faveur du gaullisme d'ailleurs, en partie, dans les années 50. Il y a des notes de la SFIO. Donc c'est un discours qui n'est pas dénué, qui s'appuie sur des éléments factuels. Et c'est pas Denis Tillinac sur ça qui vous contredira. Les politiques ne sont plus crédibles, nous dit Nadia, ils nous roulent dans la farine, nous soutirent trop d'argent, ils ne règlent jamais rien à droite comme à gauche. Le PS n'a rien fait de bon, renchérit-elle, il doit donc disparaître. En tous les cas, donc c'est clair. C'est une crainte, c'est ce que déclare Nadia. Dites-nous également ce que vous en pensez. Quand même, juste pour rebondir sur le propos de Nadia, il y a quand même une déception énorme. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, quand François Hollande arrive au pouvoir, le Parti socialiste a l'Élysée, a la majorité à l'Assemblée, a le Sénat, ce qui est incroyable, a quasiment la totalité des régions, a les régions, sur les régions, la quasi-totalité des régions. Voilà. Ils avaient le président du Sénat, les grandes villes, l'université, les pédagogues, voilà, donc, si vous voulez, on est face à un champ de ruines après un mandat, et on n'avait jamais vu ça ni à droite ni à gauche, une telle déconfiture comme ça, destruction, y compris sur les fondamentaux. Je reviens sur la déchéance de nationalité qui est un traumatisme pour les électeurs de gauche, qui est un viol politique, c'est-à-dire qu'on puisse proposer une chose pareille, qui n'est pas une proposition de droite, qui est une proposition historiquement d'extrême droite, quoi. Donc voilà, on est sur un traumatisme extrêmement fort. Alors je ne sais pas si le PS pourra s'en relever, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que s'il veut s'en relever, il va falloir tourner cette page. En tous les cas, il y a des sondages qui sont tombés. Un d'entre eux a été diffusé par le Figaro ce matin. Le voici, vous pouvez le retrouver sur lefigaro.fr et encore en kiosque si vous achetez le Figaro, ce que je ne saurais trop vous recommander. Et dans lequel on voit qu'il y a un vrai déficit de notoriété. Et l'autre chose, c'est que chez les sympathisants socialistes, c'est Stéphane Le Foll qui est favori, à l'inverse des médias qui voient plutôt Olivier Faure. Voici en tout cas ce qu'en pense Stéphane Le Foll. Ça va venir. Voilà. Le favori du sondage de ce matin. Oui. Le favori du sondage de ce matin, oui. 38%, 5% pour Olivier Faure. Je ne vais pas dire autre chose. Mais je vous l'ai dit, ça c'est un sondage de sympathisants. Je sais très bien, je connais, vous savez,
du Parti socialiste. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, dans sa géographie, beaucoup d'élus, par exemple, ne veulent pas que je sois Premier secrétaire. Est-ce que vous avez un favori, Arnaud Chanteloup? Oui, Emmanuel Morel. Je pense que c'est la bonne figure pour reconstruire le Parti socialiste, parce que pour le coup, en voilà un qui est très solide sur ses fondamentaux, sur l'histoire du Parti socialiste. Bon, oui, il est proche de toute la gauche pour le coup, hein, des écologistes, des radicaux de gauche, du Parti communiste. C'est un de ceux qui dialogue avec tous. C'est peut-être une des clés de la réussite d'ailleurs du Parti socialiste, c'est de pouvoir renouer le dialogue avec toutes les forces de gauche. Parce que tous ne peuvent pas le faire. Envoyer Le Foll, ça va être compliqué. Alors c'est pas le Hamon de l'étape. Non, c'est pas bon, on verra. Hamon a gagné la primaire, donc. Ouais, pas la présidentielle. Non. Et c'est pas le Hollande de l'étape, en faisant la synthèse avec toute la gauche non plus. Non, il fait pas la synthèse du tout. Il est dans son couloir depuis longtemps. Bon, il a de la cohérence. On peut être en désaccord ou pas. Son couloir, c'est quoi en un mot? C'est ce qu'on appelle la première gauche, c'est-à-dire le socialisme traditionnel du Parti socialiste, c'est-à-dire plus de partage des savoirs, partage démocratique et partage des richesses. Denis Tillinac, vous avez un favori? Bon, d'abord, effectivement, je ne connais pas les trois autres, je connais un peu Le Foll, que je trouve sympathique. J'ai observé qu'il a évité la débâcle électorale dans son fief, il est enraciné. Pour moi, ça veut dire quelque chose. J'ai l'impression qu'il est raisonnablement social-démocrate. Donc, ça peut pas être quelqu'un, on a vu avec le phénomène Hamon, ça peut pas être quelqu'un très à gauche qui, en ce moment, est capable de récupérer, de reconstruire un électorat socialiste. Donc, oui, mais c'est vraiment, mon point de vue n'a pas beaucoup de valeur. Pour tous les points de vue. Je suis pas socialiste, mais puis je le trouve plutôt sympa, Le Foll. Aymeric Breillet. Je peux me tromper. Ce que je constate, c'est qu'il y en a 3 sur 4 qui sont quand même des survivants de la débâcle électorale. Les 3, sauf Emmanuel, puisqu'Emmanuel est député européen, Emmanuel Morel, donc il n'avait pas affronté le suffrage. Dont certains ont survécu parce qu'il n'y avait pas de candidat En Marche. Oui. Stéphane, par exemple, a été élu parce qu'il n'y avait pas de candidat. Ce qui n'est pas le cas d'Olivier, puisqu'il a affronté un candidat, Olivier Faure, un candidat En Marche, et comme Luc Carvounas, puisqu'il a affronté aussi au second tour une candidate En Marche. Ensuite, moi, là où je pense que le Parti socialiste, s'il veut avoir une chance, ne doit pas forcément rechercher l'accord avec les autres forces de gauche, en tous les cas dans un premier temps. Il doit d'abord affirmer ce qu'il est et avoir une ligne et dire ce qu'il pense. Mon sujet n'est pas de savoir, comme électeur de gauche, ce que pense Carvounas ou Morel de l'Europe, mais de savoir ce que pense le Parti socialiste. Okay. Et le jour où, pour ça, il ne faut pas forcément chercher ce que pensent les autres, mais d'abord savoir ce que l'on pense soi, pour ensuite aller dans la confrontation démocratique, y compris avec d'autres forces. Il faut reconstruire un corps de doctrine, quoi, pour partir à zéro. Voilà qui est clair. Vous ne contredirez pas ça, Benoît Dumoulin? Non, mais c'est-à-dire que je vois quand même un intérêt assez minime à l'image de beaucoup de Français dans ces élections et j'arrive pas à voir les grands courants. Donc peut-être que oui, Stéphane Le Foll dominera les autres parce qu'il a une prime à la notoriété. Et je constate aussi, et là je vous rejoins, c'est que c'est le seul qui ne soit pas parisien. Donc il a été, bon, on pense qu'on veut du quinquennat de Hollande et de la manière dont c'est terminé, d'entre ses soutiens, ses copains, ses amis et tout, il a été le seul à lui être resté fidèle jusqu'au bout. C'est la fidélité, je sais pas si c'est une valeur de droite ou de gauche, la fidélité, mais en tout cas, on sait que Denis Tillinac est quelqu'un qui a le culte de l'amitié et de la fidélité. Est-ce que la fidélité, oui, voilà, et le côté corrézien, donc ce qui peut encore en faire un des derniers partisans de François Hollande. L'autre événement ce soir, c'est au Carrousel du Louvre, le 33e dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France. Dans les colonnes du Figaro et du Figaro.fr, aujourd'hui, Francis Khalifa, son président, tire une fois de plus la sonnette d'alarme. Les Juifs, dit-il, représentent moins de 1% de la population, mais subissent 35% des actes racistes. Un acte raciste sur 3, et la moitié des plaintes concernent les réseaux sociaux. Un commentaire, Denis? Oui, je crois que le cri d'alerte me paraît pertinent, justifié. On a bien vu, je pense au livre de notre ami Alexis Lacroix, qui est sûrement sur ce plateau, qui met en garde. C'est un antisémitisme nouveau. L'antisémitisme, j'allais dire, bête et mondain et résiduel.
Il existera toujours, malheureusement. Mais là, il y a un antisémitisme nouveau qui est lié à bien des égards à la radicalisation de certains de nos compatriotes musulmans. Et celui-là, les Français juifs le subissent au quotidien, notamment dans les banlieues, contrairement aux lieux communs, aux idées toutes faites. Les Juifs ne sont pas tous avenue Foch. Ils sont au Rassis, ils sont à Drancy, ils sont là-bas, et tous les jours, et il y a des petites vexations antisémites comme ça, larvaires, et c'est insupportable. Moi, je voudrais déjà dire un mot, parce que ce soir, le président Macron sera au dîner du CRIF. Ça s'est normalisé. Pardon, je coupe, ça sera un discours d'ailleurs à suivre sur le Figaro Live. Et je rappelle bien sûr que le débat sur le PS, PS est retransmis sur RTL, LCI et Figaro Live ce soir à partir de 21h. Moi, je suis toujours choqué de voir les présidents de la République au dîner du CRIF. Ce n'était pas le cas sous François Mitterrand qui disait ce n'est pas la place d'un président de la République. Ça ne l'a pas empêché de faire son premier voyage officiel à la Knesset, de faire des déplacements avec le président du CRIF quand il partait à l'étranger. Ce n'était pas le cas de Jacques Chirac. Ça ne l'a pas empêché d'être le président qui reconnaissait la responsabilité de la France sur la rade du Veldiv. Jacques Chirac n'est jamais allé à un dîner du CRIF, c'est pas là où il a dit quand il était Premier ministre, si, mais jamais en tant que président de la République. Quand même, en tant que président de la République, l'antisémitisme le racisme et l'antisémitisme me trouveront toujours sur ma route. Lors de la commémoration du Veldiv. Ça, il a dit devant la commémoration du Veldiv. Non, il n'a pas été. Non, c'est Nicolas Sarkozy, le premier qui a été en tant que président de la République à un dîner du CRIF, puis François Hollande. J'aurais aimé que ça s'arrête et que l'interlocuteur naturel des communautés religieuses, c'est le ministre de l'Intérieur. Ils peuvent consulter ou ils ont accès au président de la République quand il le faut, sans problème. Mais le président de la République française n'a pas à aller dans des organisations communautaires où, en plus, chaque année, on vient lui faire la leçon. C'est quand même parce que c'est ça qui se passe. Voilà, donc j'avais cette parenthèse-là. Je reviens sur Juste, Aymeric Breillet, j'avais pas l'impression que vous étiez d'accord. Non, c'est pas que je sois pas d'accord, c'est que je pense que toute cette évolution dont je partage l'historique est en fait simplement le symptôme de la présidentialisation de notre régime et que désormais, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est ainsi. Oui, puis la communautarisation aussi du pays. C'est encore autre chose. Là, je parle au niveau de la présidence de la République. Pas la communautarisation ? Non, je reste loin d'optimisme. Et donc j'espère que ce n'est pas le fruit de cette communautarisation. Oui. Je pense plus fondamentalement que c'est le symptôme du fait que tout doit remonter au président de la République et qu'en réalité, nous vivons dans un régime présidentiel qui n'ose pas dire son nom. Et c'est un symptôme parmi d'autres qui le démontre. Parce que finalement, le ministre de l'Intérieur, quelle que soit sa qualité, sa force politique, eh bien, ce n'est que le ministère de l'Intérieur. Et si c'était l'américanisation de la vie politique qu'on constatait ? Parce que présidentialisation, communautarisme, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que oui, mais tu le dis d'une manière un peu négative et un peu désinvolte. Jugeant le régime présidentiel américain comme un régime délétère, ce qui n'est pas mon cas. Donc c'est pour ça que je reviens sur... Pardonnez-moi, je pense que c'est une... On pourra revenir sur la présidentialisation du régime. Il y a un débat sur la réforme constitutionnelle. On a hésité d'ailleurs à l'aborder ce soir pour tout... On reviendra une prochaine fois. Donc avec plaisir. Juste sur cette question quand même de l'antisémitisme, cette question lourde, cette question grave, parmi les propositions qui sont faites et qui vont être faites justement ce soir au président Macron, la création d'un observatoire de la haine sur Internet. De façon générale, est-ce que, et c'est la question qu'on pose sur Twitter, il faut durcir, selon vous, l'arsenal de la lutte contre l'antisémitisme ? 65% des tweetos, ça n'est qu'une question sur Twitter, pensent, eux, qu'il ne faut pas durcir l'actuel arsenal. Un d'entre eux dit l'antisémitisme s'est banalisé dans les rues comme sur les réseaux sociaux, mais il faudrait déjà commencer par punir ceux qui enfreignent les lois déjà existantes. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il faut combattre l'antisémitisme. Il y a un nouvel antisémitisme, celui qu'on voit fleurir partout et banaliser, enfin fleurir, pas un bon terme, mais dans les banlieues, vous en avez parlé. Mais les moyens employés pour le combattre, ce n'est pas une nouvelle loi. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que propose le CRIF ? Qu'est-ce qu'il va proposer ce soir ? C'est d'adapter, ni plus ni moins, ce qui se fait en Allemagne depuis quelques mois, c'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'on poste des commentaires sur Facebook, le réseau social... 50 millions d'euros, je crois, pour le réseau social qui laissera publier des... Exactement. Et alors,
est-ce que c'est le tweets rôle ou des employés de Facebook ou de Twitter de faire la police du net? Non, moi je pense que ces commentaires haineux, je vais dire quelque chose qui va peut-être le choquer, mais qui est en fait beaucoup plus naturel, il faut les laisser pour que on puisse porter plainte, qu'il y ait une plainte en diffamation, et après que le juge puisse instruire, et comme des propos prononcés publiquement partout ailleurs. Je ne vois pas pourquoi il faudrait demander et faire confiance aux réseaux sociaux, alors qu'on a un juge. Moi je fais confiance à la loi, au juge qui applique la jurisprudence. Et là, je crois que on serait malvenu de faire en fait des lois pour une communauté. Vous parliez de communautarisation, et en fait, qu'est-ce que c'est ni plus ni moins que cette loi? C'est finalement rompre l'universalité du droit et faire une loi pour une communauté, et ensuite chacun réclamera sa loi, et c'est une logique victimaire et communautariste. Denis. Oui, je suis assez d'accord avec Et Arnaud Champrenier aussi. ce risque de dérive, effectivement, une loi pour les Arméniens victimes du génocide, et une loi pour nos compatriotes juifs. Non, moi je crois qu'on légifère trop. Dès qu'il y a un problème, allez, on va faire une nouvelle loi, puis ou un nouveau discours. Et on croit que le problème, on croit que les mots vont à des choses. Non, on a les moyens, on a un arsenal juridique qui nous permet de réprimer les actes racistes en général. L'antisémitisme est une variété particulière, une variété de racisme. Qu'on les applique, peut-être qu'on les applique avec plus de fermeté. Arrêtons de légiférer à tous égards, parce qu'on rend la loi moins respectable, moins légitime, on la désacralise. Exactement. Et en revanche, juste une chose, c'est que pour que cette loi puisse être appliquée, par contre, je suis pour la levée de l'anonymat sur Facebook et Twitter. Comme ça, chacun assume ses propos. Mais on n'aura pas un Facebook lisse et hors de tout propos ordurier. Rapidement, Aymeric Breillet. J'entends les arguments sur l'universalisme que je partage. Le problème aujourd'hui qui est soulevé par l'explosion de cet antisémitisme sur le net, parce que sur les actes comme ils sont commis à Sarcelles, par exemple, la loi s'applique déjà. S'applique. La problématique est plus spécifique sur les réseaux sociaux et sur le net. Et c'est là où je pense que la demande, non pas doit être satisfaite en l'état, mais elle mérite d'être traitée, parce qu'il y a une spécificité du traitement judiciaire des réseaux sociaux, et ce n'est pas si simple que cela, y compris par rapport à la démarche judiciaire. Alors, donc c'est là où, à mon avis, il y a un vrai travail. Faut-il devenir législatif? Je ne le sais pas, mais en tous les cas, il y a un travail de fond, et évidemment, qui doit être mené par la DILCRA, puisqu'elle existe, et qu'elle fait un excellent travail. Les géants du web devraient durcir leur modération, c'est ce que nous dit d'ailleurs, ce que nous transmet le modérateur du Figaro. Parmi les propositions, donc également, en tout cas parmi les déclarations qu'il y a dans le Figaro et à relire sur le Figaro.fr du président du CRIF, la réponse à cette question. Voudriez-vous qualifier juridiquement l'antisionisme en France? C'est la question que pose Jean-Marie Guénois. Réponse de Francis Khalifa. Plusieurs pays européens ont déjà répondu favorablement à cette recommandation européenne. Pourquoi pas la France? Cela ne ferait que renforcer le rôle de leader de notre pays dans le cadre de la lutte contre l'antisémitisme en Europe. Arnaud Champrenier-Trigano, pensez-vous que pour pénaliser, il faut pénaliser ou sanctionner l'antisionisme pour lutter contre l'antisémitisme? Alors, l'antisionisme est une opinion politique, donc elle n'a pas à être pénalisée. En revanche, c'est un espace dans lequel s'engouffrent avec joie les antisémites. Parce que c'est une façon de pouvoir s'en prendre aux juifs. Moi, j'ai entendu dans des conférences de groupes identitaires des gens dire ils étaient inattaquables. Les sionistes, et de rajouter depuis 5000 ans. Voilà, c'est pour vous donner l'ampleur de ce qu'ils ont en tête. Effectivement, dire sioniste, aujourd'hui, ça veut dire juif. Mais est-ce qu'il faut faire une loi spécifique? Je ne le pense pas. Je suis très attaché au caractère universel. Alors, il faut adapter aux nouveaux outils, ça c'est évident. Mais on ne peut pas segmenter, parce que si tout d'un coup, il y a une loi sur l'antisionisme, on va avoir l'impression pour des communautés qui sont victimes de racisme dans notre pays, les Arabes, les Noirs, les Asiatiques, que tout d'un coup, il y a une loi particulière pour défendre les Juifs. Et donc, on renforce ce caractère. Donc, toutes les lois doivent être universelles. On renforce l'antisémitisme. Voilà, donc toutes les lois doivent être universelles, et on doit lutter contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme à égalité. Je vous propose de conclure sur cette question que pose Olivier. N'est-il pas plus intelligent, avant une loi, de nous pencher sur l'éducation à l'école et prendre le problème à la source? C'est un débat, et c'est un débat
qui est lancé, et l'un n'empêche pas l'autre, nous dit Aymeric Brenier. Faut-il un Front National sans les Le Pen? C'est la question qu'on vous pose également sur Twitter, hashtag, donc point de vue, hashtag Figaro Live. Ouais, mais j'ai des questions pour vous. Je connais en partie, j'imagine en partie vos réponses. On pose cette question après le baromètre annuel réalisé par Kantar Sofres sur l'image du Front National. C'est une étude intéressante, d'abord parce qu'elle est faite par des gens qui sont travailleurs et qui en ont beaucoup sur ce plateau, notamment Emmanuel Rivière. Elle montre une dégradation générale de l'image du parti et de sa présidente. 16% pensent qu'elle ferait une bonne présidente, c'est 8 points de moins que l'an dernier. Moins de 20% lui font confiance contre 28% l'an dernier. Recul également de ceux qui pensent qu'elle a des solutions, recul de ceux qui pensent qu'elle a la capacité pour assembler ou de prendre des décisions. Alors devant ces chiffres, comment réagissent ses proches? On écoute le secrétaire général du Front National, Nicolas B. Moi, je vois surtout qu'il y a une espèce d'entreprise de démolition qui a été mise en œuvre depuis maintenant des mois et des mois pour essayer de porter atteinte à l'image, à la réputation, du Front National et de Marine Le Pen. Vous savez, les sondages, on en a connu des très flatteurs il y a encore quelques mois et on les prenait toujours avec prudence. Et quand ils sont moins flatteurs, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, on les prend également avec prudence parce que vous le savez mieux que personne, Jean-Michel Apathy, la politique, c'est aussi une course de fond. Alors, est-ce que vous êtes sensible aux arguments de Nicolas B? Oh bah, rarement, pour tout vous dire. Ah ouais, bah, voilà. Mais si vous voulez, que le dans président... le fond, dans ce qu'il dit. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort sur le fait que les sondages sont fluctuants. Il n'a pas tort sur le fait que le Front National est une force politique qui se maintient à toutes les élections, y compris avec une Marine Le Pen dont l'image est très dégradée. Moi, je me réjouis d'avoir un Front National avec à sa tête quelqu'un qui a une image qui se dégrade, tant mieux, quand on veut combattre le Front National. Mais c'est un parti qui résiste énormément et qui résiste bien au-delà de la perception. Moi, ce dont j'ai peur là, c'est qu'effectivement, l'image dégradée de Marine Le Pen fragilise le Front National dans le cadre de l'élection présidentielle, mais que ça ne change rien pour les européennes, pour les municipales, et c'est ce qu'on a dans les quelques partiels qu'on a vus depuis la présidentielle. Benoît Dumoulin. En fait, ça ne va pas changer grand-chose, je suis assez d'accord, parce que de toute façon, si on change le nom du parti, si Marine Le Pen décide de s'appeler par exemple les Nationaux, ou j'en sais rien, eh ben, je vous coupe, c'est pas la question, justement. Changer le nom du parti, c'est ce que va proposer, proposer Marine Le Pen. Mais est-ce que justement le problème du Front National... Non mais les deux sont liés, justement. Les deux sont liés, c'est-à-dire que c'est un parti, c'est le seul parti en France qui, je pense, est dynastique. C'est-à-dire que si une autre personne qu'un Le Pen l'occupe, d'abord ça s'est jamais produit, même s'il y a eu là, en 2011 une élection, mais c'est impossible parce que... Pour la présidence du Front National. Parce que, en fait, dans l'esprit, il y a une sorte de contrat moral, pas juridique bien sûr, qui fait que le nom Le Pen est attaché au leader charismatique qui doit incarner un peu cette tendance. Et si vous le remplacez par un autre, il y a eu l'expérience Maigret, il y a eu l'expérience Philippot, qui est assez récente. Je ne pense pas que ça prendra parce qu'il faut des générations et ça n'ira pas plus loin. En tout cas, on a posé la question pour le changement de nom, pas des Le Pen, on n'est pas allé jusque-là, mais du parti, à l'ancien challenger de Marine Le Pen, Bruno Gollnisch. Et pendant ce temps-là, effectivement, les internautes disent oui, il faut un FN sans Le Pen pour les internautes. C'était la question sur Twitter. Voici ce que pensait donc Bruno Gollnisch, interrogé la semaine dernière dans une émission consacrée aux mémoires de Jean-Marie Le Pen. Vous êtes favorable au changement de nom du Front National? Non, je ne suis pas favorable, sauf si je suis pas Gilbert Collère propose les nationaux, ça vous va pas? Non, mais on peut tout imaginer. Les nationaux, s'il s'agit par exemple d'une coalition qui verrait d'autres formations politiques nous rejoindre pour présenter une liste commune, par exemple, aux prochaines élections européennes, ce serait tout à fait normal qu'on le fît sous un sigle commun. Vous craignez une coalition nationale, Aymeric Brenier, un jour? Je ne la crains pas, je pense qu'elle peut exister. Je ne la crains pas parce que ce sera une belle bataille politique. Mais elle peut. Vous ne la craignez pas parce que vous pensez que vous pouvez gagner? Non, parce que je ne la crains pas parce que dans ce cas-là, il faut craindre la vie démocratique. Si on craint d'affronter sur des idées, donc il ne faut pas la craindre. Il faut même, si elle doit subvenir, la préparer. Par contre, faut-il un FN sans Le Pen?
Il y en a déjà un, c'est Philippot, tu faisais référence tout à l'heure quand même. Et par contre, un Le Pen en cache toujours une autre, quoi. D'accord, c'est ce que nous dit Yannick, ça ne se fait pas l'ombre d'un doute, il faut un FN sans Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen pour créer un nouveau mouvement pour incarner un souffle nouveau. C'est un Denis. risque. Vous lirez les mémoires de Jean-Marie Le Pen? Comment? Vous lirez les mémoires de Jean-Marie Le Pen? Oui, je lis les mémoires de tous les hommes politiques importants de toutes les époques de l'histoire de France, oui. Ça, c'est important. Bon, On vous remet votre micro parce qu'il est en train de tomber. Le problème, c'est pas de le lire, c'est de l'acheter. Le Front National perturbe considérablement la vie politique française depuis une quarantaine d'années. Son socle électoral ne repose pas sur un programme. Au départ, Le Pen avait récupéré des pétinistes mal repentis, des ex de l'OAS, toute cette histoire, ça c'était vraiment l'extrême droite. Madame Le Pen en a fait elle a dédiabolisé, c'est vrai. Mais on voit bien que la dédiabolisation ne marche plus. Oui, mais elle en a fait un parti manifestement populiste, parfaitement démocratique. Je crois que moi je souhaite percevoir, en tant que gaulliste, on en a pris pas mal sur la poire de la part de l'extrême droite, donc je ne souhaite pas que ce parti perdure. Et son problème, son socle électoral, c'est la hantise des flux migratoires. Il n'y en a pas d'autres. Dès qu'ils sortent de cette thématique pour aller parler de politique, de road-funk, ils ne sont pas crédibles. Donc je souhaite qu'à droite comme à gauche, on prenne conscience du fait que les Français ont un sentiment de dépossession, qu'il est partiellement fantasmé, mais partiellement dû aux flux migratoires mal contrôlés ou incontrôlés des 40 dernières années, et à ce moment-là, on aura plus la démocratie française n'aura plus besoin d'avoir un parti communiste qui, je voudrais quand même le dire, a constamment fait le jeu de la gauche socialiste depuis l'ère Mitterrand, et Mitterrand le savait, et il y avait une forme de complicité avec Le Pen, vous le savez bien. Marcus sur Figaro.fr. J'aurais du mal à l'accepter. Marcus sur le Figaro.fr nous dit ce sont les adhérents qui décideront. Le FN est un parti démocratique. Je pense que Marcus ne doit pas loin de voter Front National. Faut-il plaindre TF1? C'est la dernière question qu'on vous pose ce soir. Qui aurait pu le croire? Le succès, le retour des succès et le retour des antennes râteaux, leur succès, du fait de la mesure donc, de Canal+, de stopper la diffusion des chaînes du groupe TF1. La première chaîne qui fournissait jusqu'ici ces chaînes gratuitement veut désormais obtenir le paiement de droits de diffusion de la part des opérateurs qui le retransmettent à leurs abonnés. Alors, est-ce que vous avez votre avis sur la question? Ça nous intéresse de l'avoir. Est-ce que vous continuez à regarder TF1 et surtout, est-ce que, selon vous, TF1 a la bonne stratégie? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Est-ce que vous avez un avis sur la question, Arnaud Châtelain? Bon, en tout cas, la libre concurrence ne sert pas toujours les usagers, hein, visiblement, puisque là, on se retrouve à payer extrêmement cher quand même les chaînes de télé avec les bouquets. Bien reçu, camarade. Je suis là pour ça, apparemment. Donc c'est pour nous donner votre avis. C'est un vrai budget quand même aujourd'hui pour regarder la télé dans les foyers. C'est-à-dire que ça nous coûte très cher par rapport à ce que c'était avant. Et maintenant, on perd des chaînes qui étaient gratuites historiquement, qui étaient la chaîne leader. Voilà, donc là, il y a un dysfonctionnement. Vous regrettez la décision de Canal+? Je regrette qu'on ne puisse pas réguler ce genre de choses, quoi. Voilà, c'est quand même l'accès à l'information. Il y a une chaîne d'infos qui disparaît des radars. Voilà, je trouve que l'appétit débordant de TF1 n'est pas légitime sur cette affaire et que les victimes, ce sont les téléspectateurs. Il y a deux choses. D'abord, on pourra quand même continuer à la recevoir avec la TNT. Il faut quand même replacer les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis abonné de Canal ou éventuellement de Free ou d'Orange. Non, mais ou éventuellement, le terme a son importance, de Free ou d'Orange, que je perds irrémédiablement l'accès à une chaîne gratuite dont j'ai accès parce que, on le rappelle, c'est là où je suis d'accord avec toi, on paye quand même la redevance. Oui, mais pas pour TF1. Non, mais d'accord, mais la TNT, si. Avec la TNT, si. L'offre TNT, TNT comprend TF1, quand même. Vous les avez sur Internet aussi. Et alors on peut en plus les avoir sur Internet. Comme Figaro Live. Et c'est là où il y a le vrai sujet, c'est qu'en réalité, on a un secteur audiovisuel, comme l'ensemble de la création artistique, qui est complètement pris de plein fouet par justement l'arrivée de ces nouveaux médias sur Internet, etc. Et que donc tous ces anciens acteurs, y compris TF1, recherchent de nouveaux modèles économiques pour continuer à engranger
des bénéfices et même simplement à exister. Et donc, ils sont dans une bataille féroce avec ces opérateurs que sont Canal, Free, Orange et d'autres. Et on assiste simplement à la montée en puissance de cet affrontement entre deux logiques économiques et entre deux modèles économiques dans l'audiovisuel français. Je voudrais qu'on écoute d'ailleurs les principales victimes sont les usagers. ce qu'en pense justement le président de la SERP, qui est l'une des autorités de régulation qui s'exprimait sur la question ce matin. Je pense qu'il faut un peu faire appel au bon sens. À partir du moment où une chaîne est gratuite, elle devrait être gratuite pour tous les Français. TF1, elle a cette espèce de contrat avec l'État à travers ces fréquences qui lui sont données. Et donc, moi, je dirais qu'il y a quand même un principe de bon sens. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. À 85%, c'est non pour les twittos de TF1. TF1 n'a pas les twittos du Figaro Live, qui peuvent être ceux de TF1. TF1 n'a pas la bonne stratégie. On ne peut pas plaindre de ce point de vue la chaîne. Vous, quel est votre avis, mon cher Benoît ? Il faut être un petit peu logique. Moi, je suis assez d'accord avec le président de l'autorité de régulation des télécoms. C'est-à-dire que si l'accès est gratuit par Internet et par la TNT, pourquoi le faire payer via des opérateurs ? J'ajoute une dernière chose, c'est que c'est l'énième épisode de la querelle entre Bouygues et Bolloré. Il y a eu un chapeau l'artiste ou bien c'est une méthode de voyou à propos de Bolloré ? Non, c'est quand même il y a eu le rachat d'SFR par Numéricable en 2014. Avant, ils se sont écharpés quand en 97, quand Bolloré est rentré au capital. On va pas faire l'historique. Mais sur ce coup-là, non, je crois pas. Ça, c'est un rapport de force, quoi, c'est tout. Denis ? J'y connais rien, je donne mon temps de parole. Non, j'ai une question pour vous. La défaite du PSG, est-ce que pour vous, doit-on imputer cela à l'absence de Neymar ? Je rappelle que le PSG a été battu à Madrid avec Neymar. Bon, il est certain qu'il aurait eu davantage de chance avec Neymar. Ce qui m'intéresse, c'est voir la façon prodigieuse dont les imaginaires collectifs sont concernés par ça. Le Brésil est littéralement chamboulé mentalement par le fait de se demander si Neymar pourra ou pas jouer la Coupe du Monde. Et ça, c'est un phénomène de sociologie. C'est la probable incarcération prochaine de Lula. Plus ce qui est quand même assez phénoménal, parce que le politique est plus important que la politique, on le sait. Les politiques ne peuvent plus faire abstraction de ce qu'a représente. La dramaturgie humaine se représente maintenant principalement dans les grandes arènes sportives. Si Sophocle était là de nos jours, ça se passerait au Stade de France et pas au Théâtre de l'Odéon. C'est comme ça. Qui gagne dans cette histoire, TF1, Canal ou que des perdants ? C'est ce que nous demande Julie. Et également, on demandera si c'est Lula, l'ancien président Lula, ou Neymar qui sont que perdants dans cette affaire. Le débat est lancé. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous devez rester sur le Figaro.fr et sur Figaro Live. Dans une heure, un peu moins d'une heure, vous retrouvez une série au lit avec Maxime Cuny avec une question: y a-t-il trop de remakes ? Rendez-vous également à 21h pour suivre le fameux débat pour la tête du Parti socialiste, animé notamment par Guillaume Roquette et qui sera commenté et décrypté par Sophie Dravinel du service politique du Figaro. Et puis également, si on peut, on retransmettra également le discours en parallèle d'Emmanuel Macron devant le CRIF. Donc vous restez sur le Figaro.fr. Merci d'avoir été avec nous.